Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours concernant Node.js, et on va parler d'un point assez particulier, qui est le child process, donc les processus enfants. Dans les précédents tutoriaux, j'avais parlé du fait que Node.js ne fonctionne que sur une seule instance, c'est-à-dire qu'on lance Node.js, il va utiliser qu'un seul processus, une seule chip du processeur. Donc si vous avez un quad-core, il va utiliser qu'un seul cœur sur les 4. C'est ce qu'on appelle le single thread. Par contre, Node.js est capable de passer outre cette partie-là, donc c'est-à-dire de lancer plusieurs instances de lui-même ou des instances d'autres process à partir de lui, dans des cœurs différents du microprocesseur. Donc on va appeler ça la scalabilité de l'application, qui va permettre, mais justement, si vous avez une application peu gourmande au départ, mais que d'un coup, vous avez énormément de demandes dessus, vous allez avoir une surcharge, votre processeur va être utilisé qu'à un quart de ses capacités, et au bout d'un moment, il va y avoir un espèce d'engorgement au niveau des calculs du processeur. Il peut arriver que votre application plante complètement parce qu'elle n'a pas assez de ressources de calcul. Le fait de séparer une partie des tâches de Node.js, donc de lui permettre d'effectuer des tâches qui peuvent être lourdes, faire des calculs un peu particuliers, on va lancer tout simplement une nouvelle instance de Node, ou pas, on va voir, il y a plusieurs choses. On lance cette nouvelle instance qui va être calculée sur un nouveau corps du processeur, et dans ce cas, on a un allègement du système global. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez un microprocesseur simple cœur, c'est raté. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus trop, mais plus vous avez de cœur dans les pros, et plus vous avez de pros dans un ordi, et plus vous allez pouvoir faire des calculs rapidement grâce à Node. Cette particularité de Node n'est pas disponible, par exemple, dans des langages classiques comme le PHP, où PHP va être une seule instance de lui-même, et quand il va, si on peut créer des enfants, enfin d'autres process, ce ne sont pas des process de PHP, donc ce n'est pas scalable. Donc, les trois parties qu'on va voir concernant le child process de Node.js, c'est exec, spawn et fork. Alors, quelles sont un petit peu les différences entre chaque méthode? Puisqu'en fait, child process possède plein de méthodes différentes. Bon, il y a les méthodes synchrones, asynchrones. Nous, on va rester sur les méthodes asynchrones, parce que la synchronicité, c'est vraiment dans des cas très particuliers. Et on va se baser que sur les trois premiers points, donc exec, spawn et fork, puisque ce sont les trois parties que vous allez peut-être, enfin sûrement, rencontrer le plus souvent dans une application Node.js. Donc la partie exec, pour execute, on va tout simplement lancer une commande shell, donc pas forcément une commande de Node.js, on peut très bien lancer une commande Unix, par exemple un ls, un ping, un top, n'importe quoi, à condition que cette commande fasse quelque chose et qu'à la fin, une fois qu'elle a terminé, elle retourne des données. Donc en fait, ce que Node.js va faire, c'est qu'il va bufferiser toutes les données. Alors attention, il y a une taille au niveau du buffer à respecter. Donc il faut savoir aussi derrière si l'exécution du code qu'on va faire ne va pas nous renvoyer trop de données, sinon ça plante. Si on dépasse la taille du buffer, ça plante. Mais en tout cas, on va lancer l'instance, on attend, ça bufferise, et une fois que cette instance est terminée, Node nous retourne le buffer, donc toutes les données qui ont été bufferisées, donc mis en mémoire cache si on veut dire, et là on va pouvoir les traiter comme on veut, les afficher ou autre. Ensuite on a la méthode spawn, spawn qui est un petit peu particulière. En fait on va lancer pareil, on va pouvoir lancer une instance, une commande quelconque, à la différence que les données seront streamées. C'est-à-dire qu'on va avoir un fil qui va nous permettre, un pipe, c'est des threads, c'est plus un pipe qu'un fil, qui va nous retourner les données en continu. Donc, par contre, on est toujours sur la même instance de Node.js, donc le même thread, donc le même pipe de Node.js. Donc on est toujours sur le même corps, le même cœur du processeur de l'instance de Node.js qu'on a exécuté au départ. Et la dernière méthode, donc la méthode fork, qui elle est, on va dire, c'est la même chose
que la méthode spawn. À la différence, c'est qu'il va créer une nouvelle instance du moteur V8. Donc il va créer une nouvelle instance de Node.js. Il va relancer le moteur, le V8 Engine, donc le moteur V8, dans un nouveau cœur. Et là, on va avoir exactement la même chose que le spawn. Par contre, le fork, comme son nom l'indique, c'est on reprend la base, donc on reprend le parent et on fork depuis le parent. C'est-à-dire qu'on ne peut lancer que du Node.js. On ne va pas pouvoir lancer de commande Unix. Voilà. Donc on va partir sur un peu de code pour que vous voyez. Alors c'est des codes les plus simples possibles, les plus basiques. Vraiment on va regarder dedans, ils font quelques lignes, de sorte à ce que l'on comprenne vraiment bien ce qui se passe. Donc là je suis dans mon dossier child, donc je crée un dossier child dans mon dossier tuto pour le tuto. Et donc dedans j'ai rien, hein, et on va créer un premier fichier, donc le fichier exec, puisque on va partir sur la première commande qui est la commande exec. Donc on passe en mode écriture, insertion, on crée notre constante, donc child process égale require de child process. Donc child process c'est un module de Node.js, par contre il est déjà inclus dans Node.js, donc il n'y a pas besoin de l'installer. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, à partir du moment que la partie child process ici soit notée correctement. Ici vous pouvez appeler ça comme bon vous semble. Ensuite on va créer une petite fonction, donc à partir de child process. Alors je suis pas sur Sublime Text, donc je sais pas la complétion automatique. Et on va lancer une commande Unix, parce que je suis comme ça, j'aime bien les commandes Unix. Donc on va regarder ce que j'ai dans mon dossier mntdata Docker, par exemple. Donc c'est mon dossier dans lequel j'ai toutes les configs Docker. Tac. Et là, donc, la fonction exec fonctionne. Donc, on a trois parties. On a la partie commande, donc ls-l, machin, machin. On a les options que je n'ai pas mis. Donc, les options, ça serait ici. Donc, les options, c'est un objet. Donc, dedans, on va pouvoir mettre le répertoire courant, on va pouvoir mettre les environnements, le type d'encodage du texte qui sera retourné, etc., etc. Là, on ne va pas s'en occuper. Et ensuite, on a une fonction de callback. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dans cette fonction de callback, on va avoir trois choses. On va avoir error, donc je viens de le mettre. std_out, donc c'est un stream des informations qui seront ressorties de notre ls, donc ce qui aura été bufferisé. Donc std_out. Je l'appelle std_out parce que c'est le stream data de sortie. Et le dernier, c'est stdr pour les erreurs. Alors, au niveau de ces erreurs-là, on ne les verra pas forcément apparaître. En fait, ce sont des erreurs qui seront lancées par Unix derrière. C'est l'Unix qui va... à la différence de error, c'est notre fonction qui a... Enfin, c'est notre exécution qui a crashé avant. Et stdr, en fait, ça va être la commande qu'on aura lancée, on aura retourné une erreur. Si vous m'avez suivi. Donc, on va afficher un petit peu les deux choses principales qui nous intéressent. Normalement, on n'aura pas d'erreur. Donc, std_out. Donc, on va l'afficher tout simplement comme ça. Comme ça, on sait que c'est bien std_out qui apparaît. Donc, std_out. Hop. Et on va aussi afficher stdr pour l'éventuel erreur. Ouf, stdr. On ferme tout ça. Et là, on n'a pas fini. Il nous reste encore un événement, parce qu'on est basé aussi sur les événements. Donc, Node.js, quand on envoie des child process, il va balancer des événements. On verra avec spawn et fork que ces événements sont plutôt utiles. Mais même là, on a un événement, process.on, donc c'est quand quelque chose se passe, et notamment ici ça va être quand on va recevoir le exit, donc quand notre process aura terminé, donc quand notre ls-l aura été killé. Donc dans ce cas, de la même façon, on a une fonction de callback, et dans cette callback on a le code de sortie
de l'application. Donc ça, ce code-là est retourné, donc ce sont des codes qui viennent de Unix, ce n'est pas nous qui les inventons, c'est Linux qui va retourner ces codes. Alors pour Windows, je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé, parce que je travaille pas beaucoup, enfin je travaille très peu avec Node sur Windows, mais Windows retourne forcément des codes erreurs aussi de la même façon. Donc on va faire un console log, enfin je dis erreur, mais le process est sorti avec le code numéro. Je fais une phrase super longue. Donc oui, je dis code erreur, mais non, c'est pas forcément que des codes erreurs, hein. Ce sont des codes de sortie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une application qui s'arrête, qui s'éteint, elle envoie ce qu'on appelle un sync term, donc c'est un signal de terminaison, avec un code erreur, enfin un code qui définit si elle a été quittée proprement ou de manière un peu plus sale, avec des niveaux de saleté. Donc voilà, j'ai rentré mon code, on va l'enregistrer et on va lancer un node, hop là, c'est node exec, pardon, node exec, et on va voir ce qui nous sort. Donc, chose que l'on a, on a deux, alors attendez, je vais nettoyer, on va la relancer, ce sera plus propre. Donc première chose qu'on a, on a le process est sorti avec le code numéro 0. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même la chose que l'on a écrit en dernier. Et oui, puisque comme je l'ai dit, on a bufferisé les données. Donc on a lancé une exécution. On va reprendre le programme. Je lance cette partie-là, je lance cette partie-là. Cette partie-là, c'est terminé avant que le... on a l'instance qui s'est lancée. Elle s'est coupée. Ça a été assez rapide, mais en gros, l'instance s'est lancée. On a le process on qui a commencé à écouter. Cette instance-là a bufferisé des données. Ces données bufferisées apparaissent forcément le temps que Node les retraite derrière par son parent, par le thread du parent. Le temps qu'elle le retraite derrière, le process.onExit a déjà eu le temps d'afficher ces informations. Donc on lance l'instance. L'instance, ce qui est pratiquement instantané, puisque le ELS c'est une petite commande qui fait pas grand chose, hein. Mais l'instance se lance, se kill, les données sont bufferisées, on fait notre exit et ensuite on affiche notre buffer. Et donc on retrouve bien ce que je viens de dire. Donc l'instance se lance, se quitte, mais on ne le voit pas encore. Tout ça c'est dans le buffer. L'instance est bien sortie avec un code 0. Donc le code 0, ça veut dire qu'elle a été terminée correctement. Il n'y a pas eu de problème. Ensuite, on a notre stdout avec l'équivalent de notre commande ls-l avec ce que j'ai dans mon data de Docker. Et notre stdr, il n'y a rien dedans, puisque il n'y a rien dedans. Voilà. Maintenant, on va passer sur la partie spawn. Pas le film. Spawn. Donc, on va l'appeler spawn.js. Comme ça, on ne mélange pas les pinceaux. Et on va faire exactement la même première ligne. Process égale require the child underscore process. Ok, et là, on va faire deux choses. Comme ça, vous allez voir aussi les codes erreurs. Des codes erreurs, des vrais codes erreurs, en cas de sortie. Donc, première chose, on va repartir sur la même idée de code qu'avant. Donc, on va faire un ls-l de mon data Docker, de mon répertoire de Docker. Donc, va process égale child process. .spawn, donc là c'est pas .exit, ça sera .spawn puisqu'on va lancer un spawn. Et là la différence de la partie d'avant, donc de exec, c'est que dans exec on avait commande, option callback. Là on a commande, argument et c'est tout. On a aussi des options derrière, mais on n'a pas de callback. On n'a que des événements, donc des événements qui sont balancés en continu. Du coup, ici, je lance ma commande. Ma commande, c'est ls. Vous allez voir, c'est assez pratique, puisque du coup, on peut séparer les choses, et surtout, on peut mettre des variables un petit peu plus facilement que dans la partie exec. Même si on peut aussi dans la partie exec. Donc, ma commande, c'est ls, et derrière, on a la partie argument, et la partie argument, c'est un tableau. Donc, mon tableau, tout à l'heure, j'avais un -l, donc mon premier élément du tableau, ça va être le -l.
-L. Et le deuxième élément du tableau, ça sera le répertoire. Donc bien entendu, là, vous pourriez, par exemple, remplacer le nom du répertoire par une variable quelconque. Data, hop là, data, docker. Toc. Et maintenant, on a notre process qui est là et ben on va regarder ce qu'il fait derrière. Donc on va lancer un process.stdout pour voir ce qu'il sort. .on, donc c'est un événement. Ah, c'est un petit événement, un petit event. Et là, on a la même chose que tout à l'heure sur le process.on, sur le stdout, mais là, c'est exactement la même chose. Dès qu'on a un .on, c'est on écoute l'événement en question. Donc là, l'événement, c'est data. C'est dès que tu reçois des données, eh ben, tu exécutes la fonction de callback qui est là. Et dans cette fonction de callback, on va avoir une variable aussi, ce seront les data, donc les fameuses données. Donc on va les appeler data, ce sont des données, pour rester dans le... donc là, on va refaire comme tout à l'heure, pour ne pas être trop perdu, stdout, hop, on va y arriver, data. Touc, on ferme tout ça. On va faire la même chose pour le stdr, en cas d'erreur, .on. Pareil, donc dès qu'il reçoit des données, on fait une fonction, data, tac, et on va pas s'embêter, on va copier ça, et je vais juste remplacer stdout par stdr. Et la dernière ligne, ça sera exactement la même que celle d'avant. Ça sera sur le process global, pas sur une partie de réception des données. Ça sera tout le process, donc .on. Et là, ça sera un close, puisque c'est un spawn, donc ce n'est pas une exécution de code, c'est comme si c'était un programme, donc c'est quand le programme est fermé. Un petit espace en trop. Donc .close. Et de la même façon, hein, une fonction de callback avec un code, pardon, cette fois-ci. Et là, il nous retourne un code. Donc console.log, le process c'est éteint. Ça va me faire chier ça. Ah, j'ai pas de souris. Tac. Le process c'est éteint. Avec le code numéro Intel. Tac. Oups. Et là, on met notre code. Tac. Et on ferme notre fonction. Voilà. Hop. Donc, si on reprend, je lance une variable process dans laquelle je vais faire mon ls-l mount data docker. Et on va écouter les événements qui ressortent pour stdout, stdr et le spawn global. On va lancer ça, donc node spawn, et là, on a sensiblement la même chose que tout à l'heure. Et si vous avez bien écouté ce que j'avais dit, le spawn, si je l'ai dit, le spawn, lui, une fois qu'il a lancé l'instance, il n'y a pas d'histoire de bufferisation des données, les données sont instantanément streamées. Donc on lance l'instance, pas sur un nouveau cœur, hein, on lance l'instance de Node, en fait on relance dans Node une instance de Node, on lance ça, on stream instantanément les données qui sont retournées. Du coup, on a notre stdout qui apparaît tout de suite. Et le process quitte, et enfin on a les informations comme quoi le process a été quitté. Là, on voit un petit peu la différence entre la partie je bufferise d'un côté et j'envoie vraiment à la fin toutes mes données, et la partie où je lance, je reçois mes données, et là, on s'en fout de ce qui se passe. En gros, ça devient quasiment asynchrone. C'est même asynchrone, puisque les données sont streamées sur la boucle d'événements par an. Donc voilà, donc là, on a notre spawn qui, attention, reste sur le même moteur V8, donc la même instance de Node que le parent. Donc le parent, c'est lui, hein. Ça c'est le parent. Node spawn.js, ça c'est le parent, et derrière, ce parent-là appelle ls-quelque chose. Et c'est vraiment lui qui fait. On va faire une petite modification dans ce fichier pour voir les codes de sortie. On avait un code 0 qui veut dire que tout s'est bien passé, et là je vais lancer une commande dont je n'ai pas le droit de la lancer puisque je suis un simple utilisateur.
Je veux, par exemple, redémarrer Samba, SMBD. Donc je le fais un peu de manière bien dégueulasse. Et je fais un restart. Pourquoi pas. Je relance ma commande. Je ne suis pas rouge, je n'ai pas le droit. Donc là, j'ai un stdout qui me dit qu'en fait, on reçoit les fils. Hein. La console affiche Restarting SMB, donc on a bien le redémarrage de Samba qui doit se faire. On a le stdout qui affiche une nouvelle donnée qui reçoit, donc en fait c'est le retour à la ligne qui reçoit avec un statut fail. Et on a bien un stdr, donc une erreur qui est sortie, donc ça c'est l'erreur de Linux, fail to restart machin, parce que j'ai pas le droit. Et j'ai un code qui est ressorti, c'est le code numéro 4. Voilà. Et la dernière partie que l'on va voir, ça va être le fork. Fork.js. Donc le fork.js, on va le travailler un petit peu différemment. Alors lui, c'est un petit peu comme le spawn, la différence c'est qu'on est obligé de lancer du Node.js. On n'a pas d'histoire de commande. La commande, c'est Node. Directement, c'est Node. Node et quelque chose derrière. Donc là, principalement, ça sera Node et un fichier. Ou Node et install, ou n'importe quelle fonction, mais à partir du moment où c'est quelque chose que vous faites à partir de Node.js et non pas d'Unix. Donc, toujours pareil, on va commencer avec un const child process égale require child process pour rester dans le banal. Derrière, on va afficher, on va faire une boucle, on va lancer plusieurs instances, puisque notre fork, lui, donc il fork Node, donc notre parent, mais il le fork sur des cœurs différents. En fait, à chaque fois qu'on va lancer une instance, un fork, on va le lancer sur un nouveau cœur, on va lancer vraiment un nouveau moteur de Nginx, pas de Nginx, de Node.js. Donc, on va lancer une petite boucle, donc for var i égale 0. Alors, je crois que si je fais... Oh, ça marche. For i égale 0, i inférieur. Donc, moi, j'ai 3 cœurs sur mon... Enfin, j'ai 4 cœurs. Sur mon pros, il y en a un qui est utilisé par ma première instance de Node et je vais en lancer 3. Donc, i inférieur à 3, i++, i++. Et là-dedans, on va lancer nos différentes choses. Donc, alors, var process égale child process .fork. Donc là, on va forker la chose et on va appeler un fichier qui s'appelle console.js. Donc on lance notre console.log et là, je vais donner le numéro de mon process, donc le fameux i. Donc ça sera node console.js 0, 1, 2. Je sais pas si vous suivez. Et en fait, je vais récupérer cet argument, c'est un argument, je vais le récupérer dans mon console.js, dans mon code de console.js avec l'arrivée, pour l'afficher avec un console log. Mais bon, vous allez voir. Donc, on a notre process, et là, pareil, hein, c'est un événement, donc .on, close. Donc quand lui il est terminé, on s'arrête là, on n'a pas besoin de faire grand chose, puisqu'en fait c'est vraiment une instance à part de Node, c'est un autre moteur qui tourne, donc on n'a pas de stdout, de stdr, etc. Ici on a simplement le close avec notre fameux code pour savoir si notre application s'est bien terminée correctement, et enfin on fait notre console log, le truc s'est éteint, le process éteint, process coupé avec code, tac, pour changer un petit peu, et enfin on va fermer ça, tac, et là on a fermé notre boucle. Donc là on est plutôt pas mal, il nous manque plus qu'une chose à faire, c'est notre fichier console.log, donc vi console.js. Et là-dedans, donc je vais simplement faire un console.log, et là on va mettre exécution du process numéro, et là on récupère le process, donc process.argv. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le taper là parce que jamais si ça marche.
de l'autre côté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, process.argv va récupérer l'argument qui a été balancé sur un processus de node. C'est-à-dire que si je fais node console.js5 par exemple, il ne connaît pas process. Ah oui. C'est pas qu'il ne connaît pas process, c'est qu'il manque. Hop, un petit truc comme ça. Donc, on lance une commande avec un argument, et cet argument s'affiche. Donc là, j'ai mis 5, si je mets Toto, il va me mettre Toto. Voilà. Donc, notre fichier fork, donc là, on a un i, donc il part de 0, il va aller jusqu'à 2, donc ça va nous en faire 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Et on va lancer, on va avoir notre console log, 3 console logs qui vont s'afficher, et je vous laisse la surprise. Node fork, donc là je lance node fork.js, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit notre code qui est séparé en deux parties. On a l'exécution du process, 0, 2, 1, alors si je le lance plusieurs fois, vous allez voir, je ne veux pas forcément avoir le même ordre à chaque fois. Vu que c'est de l'asynchrone, Node il va lancer les process comme ça, à la volée, et le premier qui répond, c'est le premier qui répond, sur un événement. Donc là, c'est la boucle d'événements. On a notre boucle d'événements de base, c'est la boucle parent, et eux, quand ils vont renvoyer les données, ils vont les renvoyer sur les boucles. Donc le premier qui passe, c'est le premier qui passe. Et une fois qu'ils ont envoyé les données, on a le kill des différents process. Et là, on voit que on a 3 process qui ont été killés, et pas un seul. Puisqu'on a 3 instances complètes de Node.js, 3 moteurs qui ont été lancés. Donc voilà, on a vu un petit peu le fonctionnement des process de Node.js. Alors, attention, vous n'allez pas utiliser ça dans toutes vos applications. L'avantage principal de cette partie-là, c'est justement de rendre Node scalable. Ce que je disais au départ. Donc la possibilité de faire en sorte, si vous avez des commandes, enfin des parties de votre code qui consomment énormément de ressources, qui restent du JavaScript derrière, donc du Node.js par exemple, une partie de code qui, vous savez que ça consomme une chier de ressources sur le pros, et ben au lieu d'aller bloquer un seul cœur du pros et donc de bloquer toute votre application à la base, vous lancez des forks, vous lancez autre chose, des spawns ou des execs suivant ce que vous voulez faire exactement. Et à partir de là, ça va être une autre partie du microprocesseur qui va travailler et qui va vous retourner les données au fur et à mesure. Donc ça va vous soulager sur votre application. Voilà, j'espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu donc, sur Node.js, que vous aurez compris le principe, même si je le pousse pas vraiment, parce que moi je vous invite grandement à aller regarder dans la documentation de Node.js, qui est vraiment assez bien foutue, même si elle est en anglais, alors du coup des fois c'est un peu che cosa detto, mais elle est assez bien foutue, il détaille vraiment bien les choses. Alors j'ai passé vraiment énormément de choses sur le child process, c'est vraiment quelque chose qui est assez fat, mais c'est une partie qui en intéressera sûrement plus d'un, suivant vos applications que vous allez faire, mais il y a d'autres personnes, franchement, moi je ne l'utilise pas encore, j'en ai pas encore vraiment besoin, mes applications sont pas assez gourmandes, soit il y a 2 utilisateurs dessus, donc avant qu'elles se cassent la gueule parce qu'il y a trop de monde qui connecte en même temps, j'ai encore un peu de temps à voir. Voilà, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!